Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Nous ferons notre point d'actualité avec Thomas Guillot, analyste spécialiste biotech chez Degroof Petercam. Et l'interview sera consacrée à Pierre Dumouchel, PDG de Safe Orthopedics. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et je reçois pour ce point d'actualité Thomas Guillot, spécialiste des biotech chez Degroof Petercam. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, on avait envie de commencer avec vous par ce bilan. Il est un peu court encore, ce bilan des introductions à la Bourse de Paris, mais c'est un bilan qui commence bien avec deux biotech, Ferresides et Medesis, qui ont réussi leur introduction et qui, surtout, depuis, affichent une jolie progression boursière. C'est de l'ordre de 50% pour Ferresides, de l'ordre de 90% pour Medesis. Vous me voyez venir, Thomas. Est-ce que ces deux introductions augurent d'une belle année ou est-ce qu'il faut y voir quelque chose peut-être de plus contextuel, marqué justement sur ce début 2021 où ça va encore plutôt bien sur les marchés? Alors, je dirais les deux. Alors, d'une part, conjoncturel, car aux États-Unis, le secteur se porte très bien, ce qui a forcément une répercussion sur l'Europe actuellement. On peut voir donc ces deux introductions en bourse, plus par exemple la levée de capital, la levée de fonds de Medincell de 30 millions d'euros. Donc, ça augure plutôt d'une bonne conjoncture pour la suite, notamment en Europe. Simplement, petit bémol, on s'aperçoit toujours qu'il y a une forte dichotomie en termes des montants levés entre les États-Unis et l'Europe, et également que les meilleurs dossiers européens partent directement aux États-Unis. Dans les IPO, on aurait pu mentionner également Pharvaris, qui est une entreprise néerlandaise qui vient de ce côté aux États-Unis qui viennent de lever aux États-Unis 190 millions de dollars. On aurait pu mentionner également Iteos Therapeutics, qui sont partis aux États-Unis l'année dernière en levant 230 millions de dollars. Donc, de bon augure sur le marché européen, mais on s'aperçoit que la dichotomie de valorisation entre l'Europe et les États-Unis se maintient malgré tout. Et puis les meilleurs dossiers, quand je vous écoute, Thomas, qui partent directement aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi peut-être une déception. Alors, c'est un peu une problématique que l'on observe couramment, mais ce qui est quelque part normal et ce qui est quelque part de bon augure également pour les dossiers européens qui, par la suite, peuvent lever de l'argent aux États-Unis, comme on a pu le voir récemment avec Nanobiotics ou Inat Pharma sur les 2 dernières années. Alors moi, il y a une autre introduction justement dont je voulais parler avec vous et justement, elle se passe au Nasdaq, c'est Decibel. Alors c'est une biotech spécialisée en thérapie génique dans le domaine de l'oreille, de la surdité. Ils ont levé quand même 127 millions de dollars lors de leur introduction, un joli montant. Et j'ai envie de le rapprocher de notre champion national sur ces problématiques, Sensorion, qui pèse lui 167 millions de dollars. Est-ce qu'il faut voir ce qu'on appelle un read-across? Est-ce qu'on peut tirer quelques conclusions pertinentes pour Sensorion de cette opération sur le Nasdaq? Non, absolument. Sensorion et Decibel sont sur le même créneau, à savoir une thérapie génique pour le traitement de la surdité congénitale chez certains enfants. Alors, ils ont des programmes communs, des programmes différents en fonction des gènes ciblés, mais la technologie est la même, à savoir l'injection d'un adénovirus, donc un vecteur viral qui permet d'adresser ce déficit congénital au niveau de la surdité chez l'enfant. Pareil, on peut s'apercevoir que à même étape de développement, c'est-à-dire en phase préclinique, ces gens-là arrivent à lever 127 millions de dollars. Sensorion n'a pas levé jusqu'à présent 127 millions de dollars, même si deux investisseurs institutionnels très spécialisés, Invus et Sofinova, aident le dossier accompagnent le dossier dans son développement. Donc, pareil, on s'aperçoit que la valorisation entre les États-Unis et l'Europe reste à une très forte dichotomie, mais le Sensorion est un dossier qui est tout à fait prometteur par rapport à Decibel ou par rapport à un autre concurrent qui s'appelle Akouos, qui est également en cours de développement en phase préclinique avec des technologies similaires en ciblant des gènes similaires également pour ce déficit congénital.
Bon, donc on va suivre ce dossier Sensorion, dossier prometteur quand je vous écoute. Il faut faire aussi un point, Thomas, sur cette plus forte hausse du secteur depuis le début de l'année. OSE Immuno, plus 87% depuis janvier. Il y a eu pas mal de... Alors, OSE, ils sont présents dans les vaccins, dans l'immuno-oncologie, dans l'auto-immunité et l'inflammation. Il y a ce vaccin sur lequel ils travaillent contre la Covid-19. Il y a aussi un certain nombre de financements qui ont été obtenus depuis le début de l'année. C'est une progression qui, pour vous, est légitime et récompense un petit peu tout ce qui se passe autour d'OSE en ce moment? Non, absolument. Même si vous excluez le vaccin Covepit, donc qui est le vaccin contre la Covid développé actuellement par OSE Immunotherapeutics, le pipeline de cette biotech est très prometteur. Aujourd'hui, vous avez, comme vous le disiez, deux pans d'activité. La première activité, c'est sur les maladies auto-immunes. La deuxième activité, c'est plutôt en oncologie. En oncologie, ils ont actuellement deux produits en phase assez avancée. Le premier est Tedopi, dans le cancer du poumon, qui sont réfractaires à ce qu'on appelle les checkpoint inhibiteurs, qui est une nouvelle vague de thérapie d'immuno-oncologie. Pour cette thérapie-là, ils ont montré des résultats très prometteurs déjà à l'ESMO au 4e trimestre de l'année dernière, avec un aspect bénéfice-risque très prometteur pour ces patients qui sont déjà très lourdement traités par rapport à la chimiothérapie. Ça, c'est le premier point. Un deuxième actif qu'il faut mettre en évidence chez cet acteur-là est l'actif qu'on appelle OSE 172, maintenant le BI 765-063, qui est développé en partenariat avec Boehringer Ingelheim pour un deal de 1,1 milliard. Et les premières étapes cliniques, les premiers résultats des étapes cliniques vont avoir lieu en juin au grand congrès américain qu'on appelle l'ASCO et également à l'ESMO qui aura lieu un peu plus tard dans l'année. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce BI 765-063 est un actif qui aujourd'hui est axé sur un axe extrêmement prometteur. On parlait justement de la dichotomie entre les US et l'Europe. On le retrouve totalement sur cet actif-là. On appelle cet axe-là le CD47 SIRP-alpha. C'est un axe qui est actuellement suivi par d'autres biotech aux États-Unis. On peut penser par IMAB, on peut penser notamment à Helix Oncology, Trillium Therapeutics, et toutes ces biotech-là sont valorisées entre 2-3 milliards sur un seul actif, ce sont ces anti-CD47. Donc, on peut s'apercevoir qu'il y a une forte dichotomie, encore une fois, entre l'Europe et les États-Unis, mais on espère que les résultats de cet actif, donc le BI 765-063, va permettre une revalorisation dans le futur de OSE Immunotherapeutics. Pour revenir sur le vaccin Covepit, parce que c'est un peu ce que tout le monde surveille en ce moment. Et un peu de ce que tout le monde surveille, mais voilà, je faisais un aparté pour dire qu'il n'y avait pas uniquement cet actif-là. De base, la société est très prometteuse. Pour revenir sur Covepit, c'est un vaccin qui est actuellement développé en tant que booster, c'est-à-dire que au lieu de cibler les anticorps, au lieu de développer des vaccins pour développer des anticorps contre la Covid, on va plutôt essayer de stimuler le système cellulaire, les CD8, ce qu'on appelle les CD4, afin de créer une réponse cellulaire mémoire contre tous les types de variants. Et c'est un axe qui est actuellement très prometteur et qui est actuellement en cours de développement par de nombreuses biotech, notamment aux États-Unis. Si vous prenez une biotech comme Gritstone Oncology, il travaille également sur ce type de mécanisme. Et Gritstone est actuellement valorisé sur la base de cet actif-là aux alentours de 600-700 millions de dollars. Donc un actif très prometteur, Covepit. Il va entrer en phase clinique d'ici la fin du trimestre. Évidemment, il faut avoir des données cliniques tangibles pour savoir quel va être le futur développement. Mais sachant que le gouvernement français est passé à côté de l'histoire de Valneva, on peut se dire peut-être qu'ils seront potentiellement, il pourrait avoir un support un peu plus favorable sur ce vaccin-là. J'ai bien retenu, Thomas, ça pourrait être efficace contre tous les variants, cette technologie, c'est ça ? C'est le positionnement du projet. Ils essayent de trouver au sein du génome du virus des séquences très très stables qui permettraient de ne pas être impactés par les différents types de variations que vous pouvez avoir au sein de votre génome, notamment au sein de la protéine qu'on appelle la protéine Spike. Vous savez, c'est la protéine qui entoure le virus. Qui permet de s'arrimer au virus. Sur les qui permet de s'armer exactement aux cellules du système de vos poumons. Et c'est cette protéine-là qui est susceptible à de très fortes variations.
et aujourd'hui, quand on parle des variants anglais, britanniques, quand on parle des variants sud-africains, c'est cette protéine-là qui mute et qui permet de poser des problèmes, qui a potentiellement des problématiques lors de cas de variants. Et OSE, sa solution serait de cibler plutôt des variants stables, enfin des variations stables, afin de limiter ce type de problématiques dans le futur. Bon, donc un développement intéressant qu'on va surveiller. Et on voulait terminer, Thomas, avec une valeur que vous suivez et qui est peut-être moins connue des gens qui regardent le journal des biotech. UCB, une grosse biopharma belge. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, non, absolument. C'est une grosse biopharma qui réalise déjà un chiffre d'affaires conséquent. Ouais. On parle de plusieurs milliards pour son chiffre d'affaires. Donc, c'est une grosse biopharma. Ce qui est intéressant dans cet actif, dans cette société-là, c'est que son pipeline a toujours été un petit peu sous-valorisé. Mais aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent de plus en plus à différents types de programmes. On peut penser au bimekizumab, qui est un traitement contre le psoriasis et d'autres types de maladies auto-immunes. On peut penser également à leur anti-FcRn, vous savez, c'est ce mécanisme d'action qui est similaire à la grosse biotech belge Argenix. Oui. On peut penser également à un autre actif qu'on appelle le zilucoplan. Et ces trois actifs-là font partie d'un nouveau portefeuille de projets au sein de cette biotech, dont les premiers résultats cliniques vont arriver sur la fin d'année 2021 et qui pourraient permettre, qui serait de bon augure, en tout cas pour la suite de cette grosse société de biopharma, en tout cas pour améliorer son equity story, sa visibilité au sein des gros investisseurs. C'est un dossier qui est un peu moins risqué que une traditionnelle biotech. On a déjà un chiffre d'affaires, on a déjà un PNL conséquent. Et donc, ce potentiel de pipeline est très prometteur pour cette société à venir dans le futur. Donc, une grosse biotech que je voulais mettre un petit peu en exergue au sein de ce journal. Et voilà, et ce sera peut-être une découverte pour les investisseurs français qui nous regardent. UCB, une biotech belge, une grosse biotech belge à surveiller. Merci Thomas pour ce point d'actualité. Merci à vous. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de recevoir pour l'entretien Pierre Dumouchel, PDG de Safe Orthopedics. Bonjour Pierre. Bonjour, merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Bah écoutez, avec grand plaisir, parce qu'il faut le dire, il y a une actualité surtout assez chargée pour Safe depuis le début de cette année. On va essayer de toutes les faire, en commençant peut-être par une des plus récentes, cet accord avec SpineUp, un accord de co-développement avec une medtech américaine pour le lancement d'une nouvelle gamme de produits d'ici la fin de l'année. Vous n'en aviez pas assez. Alors quel est l'objectif, quels sont à la fois les enjeux et le timing de cette opération? Alors avant tout, c'est revenir un peu sur notre stratégie. Safe a toujours été tourné sur des partenariats. On a un modèle d'entreprise qui est très particulier. On a développé le prêt à l'emploi dans la colonne vertébrale. Après, on est encore une société à taille raisonnable. On a des vocations de croissance par nos propres technologies, mais aussi par partenariat. Et ça fait plusieurs années que je l'annonce. On fait à peu près un deal par an. Et cette nouvelle étape, elle est à la fois intéressante parce que c'est dans notre stratégie historique, mais aussi elle est liée à l'acquisition qu'on avait fait l'année dernière, l'acquisition de LCI Medical, c'est ça, ouais. Où notre groupe s'est doté de capacités industrielles, de capacités à innover, à s'associer. Et donc SpineUp, c'est un très beau partenariat qui est en train de se construire. Qui était déjà, en fait, SpineUp était déjà un client en fait, de notre marque Safe Medical, donc le nouveau nom de LCI depuis l'acquisition. Et qui prend une autre dimension. On va co-développer des technologies ensemble pour traiter en fait les discopathies lombaires avec une échéance effectivement assez importante. On souhaite mettre une première gamme de produits co-développés sur le marché américain d'ici la fin de l'année et on vise le marquage CE en 2022. Alors pourquoi les États-Unis sont servis les premiers? Exactement, ça peut paraître un peu bizarre puisqu'on est une société française. C'est tout simplement le changement réglementaire qui nous l'impose. On sait que maintenant la réglementation européenne devient compliquée, donc il va vraiment falloir faire des études cliniques, des évaluations cliniques pour disposer du marquage CE, quand les États-Unis sont encore sur la base de predicate, donc de comparaison à l'existant. Et donc l'accès au marché américain devient, entre guillemets, plus simple. C'est aussi un marché qui est très conséquent. Safe avait fait des premiers pas et on s'y prépare à y retourner. Donc c'est doublement stratégique. C'est montrer que notre groupe est tourné vers aussi la croissance extérieure avec des beaux partenariats. C'est une société qui a une taille similaire, qui a des intérêts communs, qui a plutôt un footprint aujourd'hui américain,
une bonne connaissance du marché sud-américain, et puis Safe Orthopedics qui est plutôt direct en Europe. Donc, vraie synergie technologique, commerciale, et qui s'inscrit totalement dans la stratégie du Safe Group, avec cette partie fabricante, Safe Orthopedics, cette fabricant un petit peu plus service industriel, Safe Medical, et la volonté de grandir intelligemment avec des acteurs qui ont les mêmes valeurs que nous. Mais c'est terrible ce que vous dites, Pierre. Moi, j'ai retenu un détail, ce serait de dire finalement que cette évolution réglementaire, elle risque peut-être en Europe de freiner un petit peu l'innovation médicale ? Alors, en fait, elle risque, oui, ça a déjà commencé. Ouais. Le nouveau règlement est applicable complètement sur les nouveaux produits. Donc, il y aura des conséquences, effectivement, des lenteurs de mise sur le marché européen. On va passer par une démonstration plus clinique qu'avant pour prouver l'efficacité des dispositifs. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a plus d'intention d'innovation en Europe. Loin de là, ça veut juste dire qu'il faut réimaginer en fait notre processus de mise sur le marché en passant peut-être par d'autres territoires pour faire des évaluations, collecter des informations et démontrer aux organismes européens que le dispositif est safe. Après, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Il fallait s'y préparer. C'est aussi pour ça que Safe a investi dans l'outil industriel, parce qu'on sait aussi que la réglementation renforce le côté clinique, mais renforce la partie industrielle. Oui. Donc, être propriétaire de notre propre unité de fabrication et de maîtriser de A à Z le flux, on va dire, d'innovation et de production, c'est important. Mais ça nous ouvre aussi sur l'international, le marché américain, le partenariat avec les Japonais qu'on a initié il y a 2 ans, qu'on continue à développer, des nouvelles zones qu'on va réouvrir. Donc finalement, il ne faut pas s'en inquiéter. C'est juste, effectivement, ça a été un peu plus long pour être sur le marché européen, mais par contre, ça ouvre des opportunités internationales et on va les utiliser dans ce sens. Bon, l'actualité, c'est aussi les résultats 2020 de Safe Orthopedics. On a une baisse de l'activité de 18% sur l'année qui s'est accélérée au dernier trimestre, moins 22%. Dans un contexte, on en avait déjà parlé, compliqué avec le Covid. Ce sont des chiffres qui, grosso modo, sont conformes avec vos attentes ? Alors, vous savez, conforme à vos attentes, non, jamais, parce qu'on ne se contente pas, on n'accepte pas, mais c'est vrai que c'est complètement déconnecté en fait de notre performance. C'est lié à un contexte mondial qui est difficile à maîtriser. Ce que je peux dire, c'est que en quelque sorte, la petite perte de croissance que l'on a eue est liée au secteur, et on est dans des pertes de performance qui sont constatées sur quasiment tous les acteurs du marché. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à Safe, c'est vraiment constaté. Après, ce qu'on note, c'est qu'il y a une vraie différence entre les marchés où on est en direct et on a réussi à sortir de la croissance. Là, on a parlé d'une croissance simple digit sur les directs, mais je vais pousser sur l'Allemagne où Safe... C'était plus 34%, je crois, au 4e trimestre, les ventes directes, hein. Exactement, mais je pousserais, par exemple, sur l'année 2020, Safe a fait plus 70% de croissance en Allemagne. D'accord. Parce que le marché est profond, parce que la façon dont les Allemands ont géré la crise a été un peu aussi différente des autres pays. Donc, quand on est en direct, on voit qu'on a pu un peu maîtriser finalement ces opérations qui ont été déprogrammées. On a une collaboration plus directe avec les hôpitaux. C'est vrai que sur l'activité indirecte, ça souffre un petit peu plus. Parce que le Covid a traversé tout le monde et que Safe a un réseau de distribution un peu mondial. Donc, dans le premier semestre, on avait réussi à peu près à contenir. Et puis le deuxième, on voit une accélération du Covid à peu près mondialement. Le direct a été plus touché. Ce qui est bien, c'est que notre groupe est vraiment en train de se restructurer et donc limite la casse en quelque sorte avec son direct. Après, il y a eu aussi un beau partenariat avec les Japonais qui nous a permis un petit peu en début d'année de contenir un peu ce risque. Et puis en fin d'année, ils ont été un peu touchés. Donc c'est un mix de choses qui fait que Safe, à la fin de l'année, rentre dans les standards, on va dire, mais surtout reste très investisseur, très innovant pendant cette période-là et se tourne maintenant sur 2021, surtout sur le deuxième semestre et les années qui vont suivre derrière. On aura beaucoup appris, ce n'est pas quelque chose comme, pour revenir à votre question, non, on n'est pas content de ce qui s'est passé, mais encore une fois, on ne peut pas non plus tout contrôler. Je pense qu'on a compensé notre perte par de la préparation, de la structuration pour l'avenir, de l'innovation, de l'acquisition, des deals qui se préparent. Et on va dire qu'on est bien... toutes les équipes sont ultra motivées pour aussi démontrer la valeur de notre modèle post-Covid.
Alors, justement, j'ai entendu un rebond de l'activité, notamment au second semestre. Ce sera peut-être notamment grâce à Sora. Et là, il va falloir que vous m'expliquiez, parce que j'ai lu, mais j'ai peut-être pas tout compris. Sora Safe Operating Room Assistant, on l'appelle aussi le kiosque. C'est une espèce, allez, je vais essayer de le résumer, d'armoire intelligente dans lequel on trouvera des produits safe, bien sûr, prêts à l'emploi, mais aussi, beaucoup plus, avec les manuels d'instruction. J'ai cru comprendre que ce kiosque était intelligent, il gérait également les stocks, et vous alliez le mettre à disposition comme ça, des hôpitaux. C'est une marge supplémentaire dans le prêt à l'emploi chez Safe, c'est à peu près ça? Exactement. C'est la dernière phrase qui est clé, c'est que il y a 10 ans, on a inventé le modèle du prêt à l'emploi dans l'orthopédie et on a apporté une nouvelle forme de service, d'être toujours disponible, d'être toujours stérile, d'être toujours sécurisante pour le chirurgien, pour le patient à la fin. Il fallait qu'on passe à un autre niveau maintenant de service commercial. Dans notre milieu, ça peut paraître un truc bizarre, mais en fait, on met à disposition des stocks et ensuite on les facture une fois que la chirurgie a été faite. Oui. Donc, ça veut dire qu'on est propriétaire du matériel, mais en fait, on le met en dépôt et on demande aux hôpitaux de le gérer à notre place. Le premier objectif qu'on veut faire, c'est d'accompagner l'hôpital dans cette amélioration, dans cette simplification du flux logistique, de la planification de la chirurgie. Et effectivement, Sora aura pour vocation, en fait, dématérialiser complètement la gestion du stock, le réassort, des informations sur le produit, sur la disponibilité des produits. Donc ça, c'est vraiment utiliser notre modèle du prêt à l'emploi à l'échelle encore supérieure, digitaliser, dématérialiser et apporter un vrai confort finalement à l'hôpital de ne plus se poser la question est-ce que j'ai le niveau de stock qui va bien, est-ce que je peux faire la chirurgie, etc. Le deuxième aspect, et là il a été vraiment accéléré par le côté pandémie, c'est que, encore une fois, la pathologie du dos, c'est quand même, la chirurgie du dos, c'est quelque chose de très technique. C'est pas simple. Et en fait, il y a un effort de tous les fabricants, que ce soit Safe ou les grands leaders du marché, d'accompagner les chirurgiens dans la mise en route, en quelque sorte. C'est-à-dire, comment utiliser la technologie, comment utiliser les implants pour les bonnes pathologies, etc. Et donc, on a un besoin constant, en fait, d'accompagner aussi, dans les premiers cas, les chirurgiens en bloc opératoire. Donc, Sora, sa deuxième objectif, c'est de dématérialiser ce support-là technique. C'est-à-dire que Sora va être connecté. Et pendant la chirurgie ou en dehors de la chirurgie, par une application qui est directement installée sur Sora, on va pouvoir contacter notre plateforme marketing qui va orienter ensuite vers des experts techniques, vers des experts commerciaux, vers des experts logistiques. Et on va dématérialiser le support au bloc opératoire. En fait, on n'aura plus de limite à la question du chirurgien, à la question de l'infirmière instrumentiste ou au service plus administratif de l'hôpital, sans être forcément présent sur place. Ça ne veut pas dire qu'on ne visitera plus nos clients et qu'on ne sera pas, mais on va démultiplier notre service et notre temps de présence grâce à Sora. Donc Sora, c'est, en fait, son nom, ça veut dire assistant virtuel de chirurgie. Oui. Une révolution finalement dans le service, dans la logistique, dans la gestion des stocks, dans tout ce qui est associé à la partie vraiment flux de chirurgie au sens technique du terme. Et puis, de l'autre côté, le côté très clinique, réponse à l'utilisation des produits, comment aider les chirurgiens à s'approprier le tel matériel. Et c'est complètement, en fait, une suite logique dans notre modèle, parce que finalement, le prêt à l'emploi peut être disponible à peu près partout, n'importe quand. Là, il fallait qu'on passe à cette étape-là, sachant que Sora, c'est à court terme un équipement. Vous avez, entre guillemets, parlé du nom de code un peu kiosque. Oui. Mais en fait, c'est un vrai programme sur les années à venir. Et la première version qui va être mise sur le marché, qui est en train d'être mise sur le marché, a ces deux principaux objectifs, logistique et clinique. Et on va développer tout un tas de nouvelles applications derrière, des applications de plus en plus cliniques qui vont nous permettre de collecter des datas avec les chirurgiens, de travailler sur l'efficacité des implants, des instruments, optimiser les séquences opératoires. Voilà, ça, c'est un nouveau programme technologique qui va s'inscrire dans le temps et qui fait énormément de bruit depuis qu'on l'a annoncé. Alors justement, c'est un modèle Ouais. Pierre, quels objectifs vous mettez là-dessus? C'est un certain nombre de ces assistants distribués d'ici dans l'année ou dans les années à venir. Sur quoi vous allez communiquer pour évaluer le succès de Sora dans les années à venir? Alors, l'année 2021, c'est ce qu'on appelait une évaluation du modèle. C'est-à-dire qu'on va travailler avec un petit groupe d'hôpitaux assez limité, européens, sur le premier semestre et aux États-Unis à partir du deuxième,
pour en fait mettre au point vraiment ce nouveau service, cette nouvelle assistance. Quelle est la plateforme interactive qu'il faut, quelles sont les questions, quelles sont leurs attentes, etc. Et puis dès 2022, là on est beaucoup plus ambitieux, c'est-à-dire qu'on compte déployer Sora dans tous les centres qui nous ont déjà en fait acceptés en termes de modèle et qui en fait vont avoir ce complément de service. Donc à partir de 2022, dans les années à venir, en plus de l'évolution technologique, il va y avoir vraiment un déploiement à l'échelle de nos clients actuels et pour tous nouveaux comptes clients qui souhaitent l'avoir, y compris aux États-Unis, puisqu'on travaille activement notre réintroduction aux États-Unis. J'en avais parlé avec le deal de SpineUp, mais aussi avec Orthophoenix à toutes ces technologies actuellement homologuées aux États-Unis. Donc, c'est vraiment d'actualité et Sora est vraiment un pilier important dans ce déploiement moderne, dans ce déploiement commercial international, avec voilà une augmentation de la valeur de notre modèle du prêt à l'emploi. Et sur ce kiosque, juste pour bien comprendre le modèle économique, c'est quelque chose que vous mettez à disposition gratuitement pour les opérations et le but c'est d'augmenter l'usage de vos produits, c'est ça ? Alors, il va y avoir plusieurs modèles commerciaux. Ça va dépendre et bien évidemment des pays parce que chaque système de remboursement est totalement différent. Vous pouvez imaginer qu'entre le système français et le système américain, il y a vraiment des façons de se vendre, de se promouvoir qui sont complètement différents. Donc, il y a des pays, effectivement, ça sera un outil qui servira à augmenter le service et donc notre image et à la fin l'utilisation. Et puis, sur d'autres pays, mais c'est ce qui va être évalué en 2021, il y aura tout simplement pas de la vente d'équipement, mais potentiellement de la facturation mensuelle de services associés à Sora. Donc, il va y avoir vraiment plusieurs modèles de mise à disposition et ça va dépendre de l'acceptance des différents marchés. Je prends un segment qui est très particulier aux États-Unis, le segment ambulatoire. C'est des hôpitaux en fait qui opèrent en 24 heures, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir une disponibilité du matériel et des réponses très précises. Dans ces centres-là, il y a vraiment un appétit pour cette digitalisation du service et cette digitalisation du service se facture, se monétise. Donc, encore une fois, 2021, c'est une année d'évaluation, mais c'est aussi une année de définition du modèle qui nous permettra ensuite, en fait, de mettre le meilleur schéma commercial en route pour servir, bien évidemment, notre croissance. Mais ça sera pays par pays. On fera le point. Alors, on refera le point sur le modèle définitif choisi. On est dans le journal des biotech, donc forcément, on fait un point sur les finances, sur la trésorerie. Il y a eu un nouvel accord qui a été signé avec Alpha Blue Ocean le 17 décembre. Je crois qu'il y a 4,1 millions d'euros à peu près qui ont été tirés depuis le 24 décembre. Début de l'année, votre trésorerie était aux alentours de 5,2 millions d'euros. Question traditionnelle, où ça vous place en termes de visibilité financière et puis aussi quelles sont finalement là aussi les ambitions de Safe en termes de points morts, de profitabilité. Alors déjà effectivement il y a le financement de ABO qui est la continuité du premier, si ce n'est qu'il a été travaillé, je ne sais pas si vous l'avez de façon de plus en plus intéressante pour nos actionnaires, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de BSA. Beaucoup de choses ont été travaillées pour qu'il soit multi-dilutif. Il y a eu aussi un phénomène de revalorisation de Safe en fin d'année l'année dernière. On va en parler, et effectivement. Puis, en plus du financement, ce qu'il faut rajouter, c'est que Safe a été quand même énormément accompagné par l'État français, puisque nous avons bénéficié de 800 000 euros dans le plan de relance français, plus 1,5 million d'euros sur le financement de Sora. Donc, en fait, c'est quasiment 10 millions d'euros qui ont été finalement réinjectés dans Safe. On a, dans les années à venir, et on l'avait dit, c'est vrai que cette année a été un peu compliquée, mais vous verrez nos résultats, on maîtrise, on a mis vraiment un plan en route pour maîtriser nos dépenses. Et en fait, on souhaite arriver à un équilibre financier à fin 2022-2023 basé sur deux principales choses. Un, d'un côté, une croissance qu'on veut retourner solide basée sur les directs qui sont quand même des fondamentaux. Deux, on a passé un peu la zone d'investissement commercial puisqu'on a maintenant une masse salariale commerciale suffisante à atteindre la masse d'équilibre financier. Donc, ces investissements sont faits. Et puis, par l'intégration de LCI, de Safe Medical maintenant, on est capable énormément d'optimiser nos coûts. Notre profitabilité a été revue à la hausse puisque maintenant, on produit par nous-mêmes. Donc, il y a quand même des marges qui ont été annulées. Il y a une meilleure consommation de la trésorerie parce qu'on ne gère plus les stocks de la même façon. On a des temps de production qui sont en train de significativement s'alléger. Donc, on est sur un plan à fin 2022, fin 2023 à l'équilibre financier,
avec quand même de la technologie qui sort. Et en fait, on n'a absolument pas réduit notre budget. On y consacre à peu près 1,5 million par an de nouvelles technologies. Ce que vous avez compris par les partenariats, c'est ce que j'ai décrit, c'est qu'un partenariat avec SpineUp, ça divise par 2 le prix de développement de technologie. Donc, on travaille sur tous les aspects et c'est vrai qu'on a un niveau de confiance qui remonte vraiment pour atteindre cet équilibre financier d'ici fin 2022, début 2023. Bon, vous l'avez mentionné, il faut parler de cette revalorisation boursière, comme vous l'avez dit, Pierre, plus 105% sur les 3 derniers mois. Comment vous expliquez ça? Vous n'avez pas été les seuls, hein. Il y a beaucoup de medtech qui ont connu une fin d'année, un Planète, Spineway, absolument incroyable. C'est regain de flamme des investisseurs pour ce type de société? Alors, je suis pas le meilleur analyste. Hein. Je pense que vous êtes peut-être meilleur que moi là-dedans, mais moi, je l'interprète de plusieurs façons. La première, c'est que, bon, c'est pas le beau côté, c'est qu'on avait été dévalorisé significativement les 2 dernières années. Il y avait peut-être auprès de certains actionnaires, certains investisseurs, en fait, une incompréhension des modèles medtech. Il y a eu beaucoup d'introductions en bourse. Après, il y a eu des dévalorisations. Donc, il y a eu un peu ce phénomène de dévalorisation. Et à un moment donné, il fallait bien qu'on récupère une partie de notre valeur. Le deuxième point, c'est qu'il y avait aussi les schémas de financement. Et c'est vrai que beaucoup de sociétés dont vous avez cité faisaient appel à de l'OCA, de l'OCAPSA ou des choses comme ça, qui était un schéma très incompris pendant très longtemps. Et puis, ces schémas d'OCAPSA, et entre autres le nôtre qu'on a mis en place avec ABO, il est de plus en plus transparent, c'est-à-dire qu'on est assez communicant sur des tranches mensuelles qui, en fait, permettent de bien comprendre comment la distribution se fait. On a pu arrêter les BSA, ça veut dire qu'il y avait un outil dilutif vraiment réduit. Donc, je pense que le deuxième financement avec ABO a été extrêmement mieux compris que le premier. Et puis, dans un contexte de marché qui, encore une fois, reste très innovant. Et là, c'est très sectoriel. Nous avons sur le bassin français et européen des belles sociétés qui font de l'innovation, qui contribuent pas que de la technologie, mais à des enjeux entre guillemets sectoriels. Notre modèle du prêt à l'emploi fait faire des économies aux hôpitaux, aux systèmes de soins. Donc, et on n'est pas les seuls, il y a des sociétés dans la medtech qui font pareil. Donc, je pense qu'en fin d'année, il y a une prise de conscience de ces valeurs-là, de ces options-là. Et puis après, bon, il y a le phénomène financier des robots, où là, je saurais moins l'expliquer, mais je crois que c'est une meilleure compréhension de notre modèle. 2, c'est une meilleure compréhension des schémas, entre guillemets, de financement. Et puis 3, je crois que c'est la communication aussi des sociétés qui s'est énormément améliorée et qui peut-être permet à nos actionnaires de mieux comprendre ce qui est safe, quelles sont les opportunités, qu'il faut rentrer dans safe pour y rester. C'est pas des choses, voilà, c'est pas on rentre et on sort. C'est un accompagnement et voilà, on est assez confiant, on voit une bonne réaction de nos actionnaires. À chaque fois qu'on apporte un petit peu plus d'informations sur les news flows qui sont répétables, les actionnaires sont présents et un cours d'action qui s'est stabilisé. Donc voilà, sur le côté boursier, j'ai envie de dire que 2020 était une année très intéressante et 2021 est assez prometteur. Pierre, pour finir rapidement, on a parlé donc de ce deal avec LCI, de ce rachat. Est-ce qu'il faut continuer à grossir pour exister dans le secteur? Alors, en fait, Safe a une double volonté de croissance, la croissance organique par l'innovation et la croissance de consolidation. Je reste convaincu qu'il faut faire une bonne combinaison des deux, surtout quand on est encore des acteurs assez petits. Il faut vraiment utiliser ces 2 moyens pour faire que nos sociétés grandissent, pour faire aussi que ces sociétés restent indépendantes et qu'elles créent de la valeur, etc. En tout cas, chez Safe, on est structuré aujourd'hui pour faire les deux, pour faire de la croissance organique par la force commerciale que l'on a investie il y a 2 ans et qui fait ses preuves maintenant. Si je regarde les résultats allemands, alors que beaucoup nous challengeaient sur l'Allemagne, 70% de croissance en Covid, ça y est, ça sort. Et puis l'innovation, l'acquisition de LCI, c'était aussi réaccélérer notre innovation. Suivez l'actualité en 2021, il y a beaucoup de produits qui vont arriver. Il y a SpineUp qui a été annoncé, mais c'est un rythme. On double notre quelques ordres, notre portefeuille produit cette année. Et puis, les acquisitions, oui, ça reste stratégique parce que c'est un milieu qui est encore ultra segmenté, plein de petits acteurs, et que je reste persuadé qu'il faut faire soit des beaux projets de fusion d'acquisition, soit des associations. En tout cas, il faut que les acteurs ne se voient pas forcément en compétition, surtout à nos tailles, mais se voient comme des potentiels partenaires pour apporter des nouveaux services, des nouvelles options et effectivement grandir. Mais c'est la combinaison des deux qui est clé chez Safe.
Bon, la combinaison des deux, et puis on se note donc à notre agenda des produits qui vont sortir dans le courant de l'année. Hein. C'est un petit peu le news flow qu'on attend si on est investisseur de Safe. Des produits qui vont sortir assez rapidement, Ouais. je les recommanderais. Une échéance très importante, c'est l'inauguration de notre site lyonnais, puisque vous savez qu'on a fait des gros investissements et à l'été, on disposera de toutes ces nouvelles installations avec des structures blanches. En fin d'année, on aura aussi l'impression additive qui arrivera. Et puis on souhaite, c'était un peu votre dernière question, continuer à rechercher des partenariats et on espère que dans l'année 2021, de nouvelles belles étapes comme ça seront franchises. Et ben voilà, on va surveiller tout ça avec attention. On a fait le point complet sur Safe. Merci beaucoup Pierre Dumouchel, PDG de Safe Orthopedics, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, le journal des biotech, c'est terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt.